Une crise économique est un ralentissement brutal de l'activité économique. L'économie de marché en connaît de nombreuses. Elle reste bien souvent confinée à une région du monde et/ou à un secteur d'activité. Mais deux d'entre elles ont et continuent de marquer le monde de par leur portée planétaire et le fait qu'elles touchent une grande majorité des domaines économiques. Nous voulons parler de la crise de 1929 et de la crise de 2008 que nous subissons actuellement. Ce qui nous amène à notre problématique. Quels sont les points communs et les différences entre la crise de 1929 et la crise actuelle? Nous allons donc les comparer en commençant par parler des causes, des conséquences et enfin des traitements. Tout d'abord, parlons des causes. En premier lieu, 1929. Les années 20 sont une période de grande expansion économique pour les États-Unis. Herbert Hoover, qui était secrétaire du commerce de 1921 à 1928, mena, avec le président Calvin Coolidge, une politique de laisser-faire, c'est-à-dire qu'ils n'exercèrent aucun contrôle sur l'économie américaine et sur la bourse. Ils se contentèrent d'afficher leur optimisme par rapport à la montée des cours. Hoover aura même pour slogan « La prospérité est au coin de la rue » lors des élections présidentielles de 1928 qu'il remportera haut la main. En effet, l'optimisme était de mise depuis le début des années 20. La bourse américaine n'arrêtait pas de monter, les classes moyennes y voyaient un moyen de s'enrichir facilement et rapidement. Les ménages s'endettèrent alors afin d'acheter des actions. Mais ce n'est pas le seul bien qu'ils achetèrent à crédit. En effet, ils s'équipèrent également en électroménager et en automobile, notamment depuis l'avènement de la Ford T. Mais les crédits sont souvent garantis par les actions dont le prix ne cesse de grimper. Cependant, le cours de la bourse se déconnecte de l'économie réelle, le prix des actions augmente bien plus vite que la valeur de la production, une bulle spéculative se forme alors. Malgré les avertissements de certains économistes, la plupart d'entre eux conseillent aux classes moyennes de continuer à acheter des actions. Pour preuve de la frénésie boursière de cette époque, le fait qu'en 1929, une société de courtage était créée par jour aux États-Unis. Le jeudi 24 octobre 1929, la nouvelle d'un ralentissement de l'industrie provoqua un mouvement de panique à la bourse. 13 millions de titres furent mis en vente, mais il n'y eut quasiment aucun acheteur, ce qui entraîna une chute du cours des actions. À midi, le Dow Jones a déjà perdu un quart de sa valeur. Nous allons vous parler de la crise de 2008. La crise actuelle prend ses racines au tournant du XXIe siècle où plusieurs événements viennent affecter l'économie. D'abord avec l'éclatement de la bulle Internet, puis les attentats du 11 septembre 2001 et l'affaire Enron. La Réserve fédérale décide alors d'abaisser son taux directeur. Cette décision encouragea les comportements à risque de la part des banques qui prêtèrent donc à des ménages aux revenus modestes. Les crédits alors octroyés étaient à taux variable, c'est-à-dire que les taux d'intérêt variaient en fonction du taux directeur. Or, les ménages ignoraient ces paramètres et certains commençaient à ne plus pouvoir honorer leurs dettes. Mais jusqu'en 2006, la saisie des biens immobiliers des ménages en défaut de paiement suffisait. Et puis les banques prêteuses se sont débarrassées des prêts risqués en les fractionnant et les incorporant à d'autres fragments d'emprunts moins risqués. Ce mécanisme est appelé la titrisation et donne donc naissance aux fameux subprimes. Ces derniers sont alors vendus sur le marché financier, avec la complicité des agences de notation qui accordent un triple A aux actifs toxiques. C'est ainsi qu'a lieu la contagion. C'est alors qu'en 2004, la FED décide d'augmenter son taux d'intérêt et qu'en 2006, les prix de l'immobilier baissent. Les ménages emprunteurs doivent donc faire face à une hausse imprévue du taux d'intérêt et à un bien immobilier qui ne pouvait plus servir de garantie pour les créanciers. Les défauts de paiement se multiplient donc. C'est alors que beaucoup d'agents financiers découvrirent dans leur portefeuille des titres contenant du subprime. Voyant que certaines institutions financières étaient en grande difficulté, les banques furent plus réticentes à prêter sur le marché interbancaire, ce qui ne fit qu'aggraver la crise. Cet assèchement du crédit entraîna une réaction en chaîne, ce qui créa une crise de liquidité qui entraîna une chute des différents cours des bourses du monde entier. En conclusion, on peut dire que les deux crises que nous étudions ont plusieurs points communs dans leur cause. D'abord, elles trouvent leur origine dans l'économie financière, plus précisément dans l'économie financière américaine, qui, dans les deux cas, est la première puissance mondiale. Et dans cette économie financière,
Un trop grand climat de confiance entraîne des comportements à risque de la part des citoyens américains qui achètent des actions en 1929 et des biens immobiliers en 2006, le tout à crédit. Ces comportements étaient encouragés par les institutions financières qui assuraient que la bourse continuerait à monter en 1929 et qui accordaient et vendaient des crédits toxiques en 2007. Enfin, le principal point commun est que les deux crises ont eu des conséquences sur l'économie réelle. Néanmoins, on remarque plusieurs différences. En 1929, c'est l'euphorie de l'expansion économique des années 20 qui a provoqué la bulle financière responsable du krach. Tandis que dans les années 2000, c'est la croissance molle et une économie ralentie qui ont poussé la FED à baisser ses taux d'intérêt. Enfin, l'autre grande différence est que la crise de 1929 a été une crise boursière qui s'est propagée au système bancaire alors qu'en 2007, c'est une crise bancaire qui a entraîné une crise boursière. Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences en commençant par 1929. À la suite du jeudi noir, les banques promirent de sauver les entreprises mises en faillite par la chute des cours de la bourse, ce qui rassura le marché, mais un trop grand nombre d'entreprises dans ce cas firent échouer l'initiative. Ceci entraîna le mardi 29 octobre une peur chez les actionnaires qui se traduisit par la mise en vente de 25 millions de titres et la perte de 30 milliards de dollars, 10 fois plus que le budget des États-Unis de l'époque. Les ménages américains qui avaient emprunté pour jouer en bourse se retrouvèrent alors dans l'incapacité de rembourser. Par ce biais, la crise se propagea au système bancaire. Les banques qui étaient encore en capacité de prêter ne le font plus. Cet assèchement du crédit, ce qui dans une économie d'endettement de cette époque eut de conséquences catastrophiques pour l'industrie américaine. Mais la crise ne se cantonna pas aux États-Unis car le gouvernement américain décida de retirer ses capitaux d'Europe, dont le pays le plus dépendant était l'Allemagne, qui depuis la fin de la Première Guerre mondiale avait une économie fragile. En est témoin l'hyperinflation que le pays a subie de 1923 à 1924. Le retrait américain eut de terribles répercussions. En effet, le nombre de chômeurs atteignit 6 millions et la production industrielle baissa de 50%. Ce climat de crise favorisa la montée des extrêmes politiques comme le communisme avec la KPD et le nazisme avec la NSDAP. Mais le retrait des capitaux n'aura en rien endigué la crise aux États-Unis où des grèves éclatent, notamment dans les usines Ford de Dearborn où Henry Ford a licencié les 3/4 de ses salariés à cause de la baisse de la production automobile. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de licenciements massifs ou non. Cela provoque une hausse du chômage qui atteint près de 25% de la population active en 1933, ce qui entraîne une grande baisse du pouvoir d'achat et donc de la consommation et de la confiance en l'économie. Les classes moyennes urbaines souffrent beaucoup de cette crise. Tous les mois, 17 000 familles sont exclues de leur logement à New York, ce qui entraîna la formation de bidonvilles appelées Hooverville en référence au président Hoover à qui l'on reproche de n'avoir rien fait contre la crise. On souffre également à la campagne où la baisse du pouvoir d'achat a fait chuter la consommation des denrées alimentaires et donc leur prix. Les agriculteurs se retrouvent donc obligés de vendre leur production à perte. Beaucoup d'entre eux sont expulsés de leurs exploitations et vont donc peupler les Hoovervilles. Parlons maintenant de la crise actuelle. Les premières conséquences de celle-ci ont été l'augmentation de 50% entre 2007 et 2008 du nombre de logements saisis aux États-Unis, celui-ci passant de 200 000 à 300 000 par mois. Puis, étant donné que les banques ne pouvaient plus se rembourser par la saisie des biens des ménages, elles perdent aussi de l'argent, jusqu'à 55,1 milliards de dollars. Les banques ne voulant plus prendre de risques assèchent le crédit, ce qui provoque la faillite de plusieurs entreprises fragiles et lance le cercle vicieux de la récession. Aux États-Unis, le chômage double entre décembre 2007 et novembre 2009. Toutes ces difficultés créent un grand sentiment de défiance, voire de haine, envers le monde de la finance, avec notamment le mouvement Occupy Wall Street qui est réprimé. Mais ce genre de mouvement ne se limite pas aux États-Unis, car la crise est planétaire. En effet, en 2009, la récession au niveau mondial s'élève à 1,1%. En Europe, naît le mouvement Occupy Francfort, ainsi que celui des indignés en Espagne, en réaction aux différents plans d'austérité. En effet, l'Europe est particulièrement touchée par la crise, avec un recul de la création d'emplois de 2,2% dans l'Union européenne entre 2008 et 2013. Les pays plus touchés étant la Lettonie, moins 20,7%, la Grèce, moins 18,4%,
et l'Espagne, moins 16,9%. S'ajoute à cela une augmentation de près de 50% du taux de chômage dans la zone euro entre 2007 et 2013, passant de 7 à 12,1%. En 2010, s'ajoute à la crise des subprimes la crise de la dette grecque. La Grèce avait en effet menti sur le montant de sa dette, mais en 2010, ses créanciers, inquiétés par la crise des subprimes, qui avait alors fait passer le taux de chômage de la Grèce au-dessus de 15%, le pays, sous la pression, a donc avoué le vrai montant de sa dette et a demandé une aide européenne. Elle est accordée en 2010 en échange d'un plan d'austérité très contraignant. Mais la Grèce n'est pas le seul pays à avoir des problèmes avec sa dette. En novembre 2010 est décidé un plan d'aide pour l'Irlande, en mai 2011 pour le Portugal, à chaque fois sorti de plans d'austérité. La rigueur budgétaire, elle, touche toute l'Union européenne. Les États coupent dans les dépenses publiques, ce qui crée un mécontentement de la population et une montée des extrêmes qui profitent du sentiment anti-européen ambiant pour se développer. C'est ainsi que des partis tels qu'Opdore et Syriza en Grèce, l'UKIP au Royaume-Uni et le mouvement Cinque Stelle et Casa Pound en Italie, le Front National en France et également l'AfD en Allemagne. Mais la plupart du temps, ils ne prennent pas le pouvoir, car ils sont soit battus par le grand parti d'opposition, comme le PS en France, et le Parti populaire en Espagne, ou alors ils sont écartés du pouvoir par la formation d'une grande coalition comme en Italie. Cependant, il arrive que l'extrême droite accède au pouvoir comme en Hongrie où Viktor Orban y exerce un pouvoir autoritaire, voire dictatorial selon certains. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les revendications territoriales hongroises sur la Roumanie qui se font de plus en plus pressantes. Et parfois, les pays doivent faire face à des crises politiques, comme en Bulgarie où le gouvernement a dû démissionner sous la pression de la rue. Même dans les pays émergents, l'activité est ralentie. Mais la crise touche également les pays émergents, avec par exemple le Qatar dont la croissance annuelle est passée de 17,7% en 2008 à 6,24% en 2012. En conclusion, les deux crises ont impacté l'économie réelle selon un mécanisme similaire. Premièrement, les banques en difficulté assèchent les crédits tant pour les particuliers, les entreprises et les autres banques qui elles-mêmes vont alors moins prêter. Les ménages vont alors moins consommer. Cela entraînera une baisse de la demande, ce qui va pousser des entreprises à licencier des employés, voire à fermer. Ces employés vont eux-mêmes moins consommer, ce qui entraîne à nouveau une baisse de la demande. Le cercle vicieux est enclenché. Mais si le chômage et la pauvreté augmentent comme en 1929, certaines leçons de cette crise ont été retenues avec la mise en place dans les pays développés de l'État-providence, c'est-à-dire prise en charge par l'État de certains services d'ordre sociaux. Ce système a sûrement évité la formation de nouvelles Hooverville, mais il a l'inconvénient de générer de nouvelles dépenses publiques. Politiquement, même s'il y a eu une montée des extrêmes, la quasi-totalité des États européens sont restés des démocraties. Mais la plupart des partis au pouvoir avant la crise ont dû laisser la place aux principales partis d'opposition, comme en France en 1929. Aux États-Unis aussi, les républicains ont été battus par les démocrates. Nous allons maintenant parler des traitements aux deux crises en commençant par 1929. En 1933, cette crise atteint son paroxysme et la population attend de plus en plus l'arrivée de Franklin Roosevelt qui, en tant que maire de New York, tenta d'améliorer les choses avec un programme d'aide sociale et promet lors de la campagne présidentielle de 1932 de réformer le système bancaire, de rendre la monnaie saine et d'octroyer des aides sociales. Il gagnera cette élection le 8 novembre avec une écrasante majorité contre Herbert Hoover. Il n'aura perdu que 5 États. La phrase qui symbolise le programme de Roosevelt est « La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même », car Roosevelt entreprend une politique économique moderne pour l'époque, le keynésianisme, qui préconise un fort interventionnisme de l'État dans l'économie. La première décision pour remédier à la crise fut la fermeture des banques insolvables pour assainir leurs comptes. Ensuite, Roosevelt fixe les cours du dollar et les prix de l'or. Dans la continuité de sa politique interventionniste, Franklin Roosevelt alloue 5 milliards de dollars à un programme de relance économique sans précédent, le New Deal. Ce dernier créa 8 millions d'emplois. Cependant, le New Deal échoua dans le domaine de l'agriculture,
car les exploitants devaient détruire une partie de leur production pour augmenter les prix, mais ces derniers n'ont pas augmenté comme prévu et les petits propriétaires souffrirent de cette réforme. Le New Deal fait donc diminuer le chômage, mais la production n'atteint pas les mêmes niveaux qu'en 1929. Le revenu national, suite à cela, en 1937, est revenu au même niveau qu'en 1929. Mais cette année-là, Franklin Roosevelt baisse les subventions du New Deal, ce qui crée une nouvelle récession qui durera 1 an, avant que Roosevelt ne remette en place toutes les aides à leur niveau d'avant 1937. Le keynésianisme ne fut pas seulement adopté aux USA, mais aussi en France, avec les grands travaux du Front populaire. L'Allemagne suit également ce modèle, mais plus axé sur l'armement, tout comme les USA à partir de novembre 1938. Avec ces nouvelles dépenses militaires, les États-Unis, la France et l'Allemagne retrouvent le plein emploi. Nous allons maintenant parler de la crise actuelle. Le gouvernement américain tente en premier lieu de stopper l'hémorragie de la crise à sa source en limitant les défauts de paiement. Les banques centrales réagissent alors et tentent d'endiguer la crise de liquidité par des interventions sur le marché monétaire pour sauver les établissements financiers. Les banques centrales baissent leur taux directeur pour relancer les crédits. La BCE injecte également des sommes records, 95 milliards d'euros le 9 août et 348 milliards d'euros le 18 décembre. Toutes les banques centrales font de même et aident les institutions financières. Certaines banques ont même été nationalisées comme Northern Rock, d'autres rachetées comme Bear Stearns par JP Morgan. Mais certaines banques n'ont cependant pas survécu, comme Lehman Brothers. Il y a donc un assouplissement général de la politique monétaire, avec par exemple des prêts plus longs pour permettre aux institutions financières de se refinancer. L'administration Bush a prévu au début de l'année 2008 un plan de relance budgétaire de 168 milliards de dollars. Cette fois-ci non pas destiné aux banques mais aux ménages. Dans cette optique d'aide aux agents économiques est voté le 3 octobre 2008 le plan Paulson qui vise à racheter des actifs toxiques à hauteur de 700 milliards de dollars, mais il a surtout servi à racheter des actions d'AIG pour sauver Goldman Sachs, car Paulson a des intérêts dans cette banque. Les États-Unis ne sont pas les seuls à sauver les banques. En effet, certains pays de l'Europe nationalisent certaines d'entre elles, notamment en Islande et en Grande-Bretagne. L'Union européenne élabore un plan de sauvetage pour les États en situation de surendettement qui consiste à prêter de l'argent à taux 0% à un pays. En échange, celui-ci devra faire preuve de rigueur dans les dépenses publiques. Comme par exemple la Grèce qui obtient le 2 mai 2010 un crédit à hauteur de 110 milliards d'euros, mais le pays doit en revanche supprimer le 13e et 14e mois chez les fonctionnaires et geler les salaires pendant 3 ans. La durée de cotisation des retraites est portée de 37 à 40 annuités. Le pays doit également augmenter la TVA à 23%. Le plan européen est critiqué car il pourrait tuer une éventuelle relance. En conclusion, on peut dire que ce soit en 1929 ou aujourd'hui, on a tenté de restaurer le moteur de l'économie de marché, la confiance. Par exemple, en 1929, le gouvernement assure que la situation est sous contrôle et Rockefeller achète des actions devant les médias pour pousser les populations à l'imiter. En mai 2007, Ben Bernanke, président de la FED, assurait qu'il n'y aurait pas de contagion de la crise bancaire à l'économie réelle, et aujourd'hui, les différents chefs d'État rivalisent d'optimisme quant à la reprise prochaine de l'économie. La position des États et des banques centrales en tant que prêteurs et acheteurs en dernier recours peut également être perçue comme une tentative de restauration de la confiance. Mais cela ne s'est pas fait en 1929. Le gouvernement Hoover est resté passif devant la dégradation de la situation économique et sociale, alors qu'il était le seul à pouvoir intervenir et éviter la contagion, d'abord à l'économie réelle, puis au monde. Mais la principale différence est qu'en 1929, les politiques de relance étaient privilégiées et qu'aujourd'hui c'est l'austérité et la rigueur budgétaire qui priment, bien que certains économistes la contestent. Au travers de ce document, nous avons vu les points communs et les différences entre la crise de 1929 et la crise actuelle au niveau de leurs causes, conséquences et traitements. En effet, ces deux crises démarrent des États-Unis où elles ont été provoquées par des comportements à risque, notamment des achats à crédit. Elles ont d'abord impacté les secteurs boursiers et banquiers et se sont propagées à l'économie réelle, amenant une hausse du chômage et de la pauvreté.
Le mécontentement social ainsi provoqué a pour conséquence une montée des extrêmes politiques et des changements de gouvernance dans la plupart des pays développés. Mais ces deux crises restent quand même différentes. La crise de 1929 est précédée d'une période de grande expansion économique, à la différence de la crise actuelle qui connaissait une croissance molle. Lorsque la crise de 1929 a touché l'économie réelle, les conséquences furent plus importantes qu'aujourd'hui, où l'État-providence limita l'augmentation de la misère. Aujourd'hui, les différents États ont privilégié l'austérité par rapport à la relance qui était préférée en 1929. Alors que la guerre a sonné le glas de la crise de 1929, aujourd'hui nous ne savons pas comment nous allons sortir de la crise et les différentes théories des cycles économiques vont être une nouvelle fois testées.